Bob Lazar, dont le nom est synonyme de discours sur les extraterrestres, est une figure emblématique de la communauté UFO. Ses affirmations audacieuses concernant des projets gouvernementaux classifiés et des technologies extraterrestres ont à la fois intrigué et divisé les passionnés pendant des décennies. Alors que Lazar rompt son long silence, l'attente s'intensifie, offrant un nouvel espoir de clarté au milieu d'un cosmos de questions sans réponse. Le premier dénonciateur. À la fin des années 1980, un homme apparemment sans prétention, Bob Lazar, est sorti de l'ombre et a fait des déclarations qui ont eu des répercussions dans la communauté des ovnis et au-delà. Lazar prétendait avoir été employé dans une installation gouvernementale secrète connue sous le nom de S4, située à proximité de la tristement célèbre Area 51, près de Groom Lake, dans le Nevada. C'est là, selon Lazar, qu'il a travaillé sur l'ingénierie inverse de la technologie extraterrestre. Je m'appelle Bob Lazar. Je suis connu pour travailler dans une base secrète connue sous le nom de S4, dans le désert du Nevada, près de la zone 51. Et c'est là que nous avons fait de la rétroconception de vaisseaux spatiaux extraterrestres. Les premières affirmations de M. Lazar étaient tout simplement sensationnelles. Il a décrit 9 vaisseaux spatiaux différents, affirmant qu'ils étaient d'origine extraterrestre. En fait, 9 soucoupes volantes, disques volants, d'origine extraterrestre. L'un d'entre eux, qu'il appelait le Spore Model, était alimenté par un réacteur utilisant un élément qui, à l'époque, était inconnu du public scientifique, élément 115. Cet élément, selon Lazar, était capable de générer des effets d'antigravité, permettant à l'engin spatial d'effectuer des manœuvres défiant la physique conventionnelle. Pour étoffer ces affirmations, M. Lazar a évoqué le cloisonnement du travail au sein de S4, suggérant que les équipes travaillaient en silo, ne connaissant que les détails de leurs projets spécifiques, ce qui rendait difficile l'obtention d'une vue d'ensemble des opérations. Ce mode de fonctionnement a été conçu pour garantir le plus grand secret. Les récits de Lazar ont apporté un semblant de structure et de spécificité qui manquaient souvent aux récits d'ovnis. Voilà un homme qui non seulement prétend avoir vu des ovnis, mais qui aurait travaillé sur eux. Il a fourni des détails techniques, des lieux spécifiques et même une chronologie des événements. Ces révélations ont alimenté un désir croissant de transparence de la part du public concernant ceux que beaucoup considèrent comme des secrets gouvernementaux datant de plusieurs dizaines d'années concernant les rencontres extraterrestres. Mais les déclarations de Lazar ne suscitent pas seulement l'enthousiasme. Ils ont été accompagnés d'un raz-de-marée de scepticisme. Les critiques n'ont pas tardé à relever des incohérences dans son récit, qu'il s'agisse de sa formation ou de l'existence même de certains lieux qu'il mentionne. La communauté des physiciens en particulier a sourcillé à l'idée que l'élément 115 puisse être utilisé comme carburant pour les voyages interstellaires, estimant qu'il s'agissait d'un exploit quasi impossible compte tenu des propriétés de l'élément telles qu'elles étaient connues à l'époque. Mais malgré les critiques, ce que Lazar a réussi à faire est remarquable. Il a revigoré le discours sur les ovnis en lui apportant un nouveau lexique et une vigueur renouvelée. Les conversations ont désormais des points centraux, comme la zone 51 et l'élément 115, auxquels même les profanes peuvent s'intéresser. Avant Lazar, la zone 51 était une base militaire peu connue. Après Lazar, elle a été mêlée au folklore extraterrestre, suscitant la curiosité des spectateurs. Les journalistes et les passionnés d'ovnis s'aventuraient aussi près qu'ils l'osaient, dans l'espoir d'apercevoir l'extraterrestre. En outre, la nature des dénonciations de Lazar a conduit de nombreuses personnes à le considérer comme un champion de la vérité, quelqu'un qui risque son bien-être pour révéler des informations susceptibles de changer le monde. L'image d'un individu isolé s'opposant à une entité monolithique, telle que le gouvernement a touché une corde sensible chez de nombreuses personnes qui s'étaient méfiées des récits officiels. Au fil du temps, l'histoire de Lazar sera disséquée, débattue et souvent tournée en dérision, mais son impact est indéniable. Il a jeté les bases d'une pléthore de dénonciateurs qui, dans les années qui ont suivi, ont raconté leurs propres histoires de projets gouvernementaux secrets et de rencontres avec l'inconnu. Le paysage du discours sur les ovnis a été irrévocablement modifié, n'étant plus relégué à des récits obscurs et à des photographies floues. Il avait trouvé une voix, et cette voix, pour beaucoup, était Bob Lazar. S4 et élément 115. Dans les vastes étendues secrètes près de Groom Lake, au Nevada, se trouve l'installation S4, telle que décrite par Bob Lazar, est un symbole d'énigme et de contestation. Selon Lazar, cette installation cachée, adjacente à la plus connue Area 51, était le centre de certaines des activités les plus clandestines impliquant des technologies extraterrestres.
Les descriptions de S4 faites par Lazare sont les suivantes. L'installation S4 est une installation de grande taille, à grande échelle, située dans la région de la S4, a dressé le portrait d'une installation qui visait autant la préservation du secret que l'exploration scientifique. S4, dans le récit de Lazare, abritait 9 soucoupes volantes distinctes, chacune dotée d'un design et d'une fonctionnalité unique. Ces engins n'étaient pas seulement destinés à être exposés ou stockés. Lazare prétendait qu'ils étaient opérationnels. Il a souvent expliqué comment ils étaient stockés dans des hangars camouflés dans le flanc des montagnes, conçus pour rester cachés des regards indiscrets, tant au sol qu'en hauteur. Cette affirmation, si elle est vraie, indique que l'auteur du S4 n'avait pas seulement l'intention de faire de la rétro-ingénierie sur ces embarcations, mais peut-être même de les tester et de les déployer. Mais de toutes les révélations associées à S4, le plus intriguant est peut-être l'introduction de l'élément 115 dans le discours sur les ovnis. Lazare a affirmé que cet élément inconnu jusqu'alors était la clé des systèmes de propulsion de ces vaisseaux extraterrestres. Il a affirmé que, lorsqu'il est correctement exploité, l'élément 115 peut produire un champ gravitationnel que le vaisseau spatial utilise pour se propulser. Il a suggéré que c'est ainsi que ces embarcations réussissaient leurs manœuvres apparemment impossibles en contournant les règles de la physique connue. L'élément 115, tel que décrit par Lazare, n'existe pas à l'état naturel sur Terre et a été fourni à l'installation par l'eau pour ses expériences. Selon les explications de Lazare, l'élément a été utilisé dans un réacteur à l'intérieur du vaisseau spatial pour générer une onde A gravitationnelle. Cette onde a ensuite été amplifiée pour la propulsion, ce qui a permis à l'engin de décoller et de se déplacer avec une vitesse et une agilité immenses. L'aspect intrigant de ce projet est que l'engin ne s'est pas déplacé au sens traditionnel de la propulsion. Au lieu de cela, il a manipulé la gravité pour attirer sa destination vers lui, redéfinir le mouvement tel que nous le concevons. Les discussions autour de S4 et de l'élément 115 ne se sont pas limitées au monde des amateurs d'ovnis et des théoriciens de la conspiration. Ils ont pénétré plus profondément dans la culture populaire et les milieux scientifiques. Les descriptions détaillées de Lazare ont suscité un mélange de fascination et de scepticisme. À certains, le S4 représentait une forteresse de secrets où les plus grandes découvertes de l'humanité étaient faites. Pour d'autres, il s'agit d'une construction de fiction, d'un récit tissé de demi-vérités et d'imagination. Les implications des affirmations de Lazare étaient monumentales. Si elles étaient vraies, elles suggéraient que le gouvernement américain, ou une faction cachée à l'intérieur, a eu accès à la technologie pendant des siècles, voire des millénaires, de la compréhension humaine actuelle. Elles proposaient que l'humanité ne soit pas seule dans l'univers, et que nos gouvernements terrestres soient en possession d'artefacts tangibles provenant d'au-delà de notre monde. Cependant, les détails du récit de Lazare, le fonctionnement complexe des vaisseaux extraterrestres, les propriétés et les applications de l'élément 115 et les opérations internes de S4 sont également devenus des points de discorde. Pour chaque personne qui croyait ardemment au récit de Lazare, il y en avait une autre qui le rejetait comme une invention. Néanmoins, quelle que soit la position de chacun dans le débat, les récits de S4 et Element 115 ont ajouté de nouvelles dimensions aux discussions sur la vie et la technologie extraterrestre. Ils ont soulevé des questions non seulement sur ce qui pourrait se trouver dans le cosmos, mais aussi sur les mesures que les puissances terrestres pourraient prendre pour garder de telles découvertes secrètes. Le récit de Lazare, entrelacé avec l'énigmatique S4 et le perplexe élément 115, a inauguré une nouvelle ère de curiosité, d'espoir et de scepticisme dans la recherche de la vérité extraterrestre, les critiques et les demandes reconventionnelles. Toute révélation, en particulier de l'ampleur de celle de Bob Lazare, suscite inévitablement un examen minutieux. Plus la demande est audacieuse, plus elle fait l'objet d'une enquête approfondie. Les affirmations de Lazare sur S4, les éléments 115 ne font pas exception à la règle. Au fil des ans, plusieurs critiques et demandes reconventionnelles sont apparues, remettant en cause la véracité de l'histoire de Lazare. L'une des principales critiques concernait l'histoire personnelle de Lazare. Lorsque les chercheurs et les journalistes ont tenté de vérifier les références de M. Lazare, des anomalies sont apparues. Lazare a déclaré avoir étudié au Massachusetts Institute of Technology, MIT, et à l'Institut de technologie de Californie, Caltech, mais aucune trace de sa présence n'a pu être trouvée dans ces deux établissements. En réponse, certains partisans de Lazare ont émis l'hypothèse que ces dossiers avaient pu être effacés ou modifiés pour le discréditer, ce qui a renforcé l'idée d'une vaste opération de dissimulation. Cependant, les sceptiques ont fait remarquer qu'effacer toutes les traces de l'histoire éducative d'une personne, y compris les souvenirs de ses camarades de classe et de ses professeurs, serait un exploit improbable.
Un autre point de discorde important était l'existence même du S4. 51 est reconnu comme une base militaire réelle et opérationnelle. Aucune preuve concrète de l'existence de S4 telle que décrite par Lazar n'a été apportée. L'imagerie satellite de l'endroit présumé n'a pas montré de manière concluante les hangars ou les installations que Lazar a décrits. Les critiques soutiennent que si Lazar avait réellement travaillé à un tel endroit, il aurait été en mesure de fournir des coordonnées précises ou des preuves irréfutables. La communauté des physiciens a également émis des réserves, notamment en ce qui concerne les affirmations de Lazar sur le rôle de l'élément 115 dans la propulsion. La façon dont Lazar a décrit la manipulation de la gravité à l'aide de l'élément 115 semble être une violation des lois connues de la physique. Et lorsque le moscovium, nom officiel de l'élément 115, a été synthétisé et étudié, ses propriétés ne correspondent pas aux descriptions de Lazar. Son instabilité et sa courte demi-vie semblaient exclure son utilisation comme source d'énergie puissante pour la propulsion. En outre, la description par Lazar du fonctionnement des engins extraterrestres, en particulier la génération d'ondes de gravité A été accueillie avec scepticisme. De nombreux physiciens ont fait remarquer que l'explication de M. Lazar manquait de profondeur et de nuances, ce que l'on peut attendre d'une personne ayant reçu une formation poussée en physique. Le concept même d'onde de gravité A n'était pas familier et ne correspondait pas aux connaissances scientifiques établies. En ce qui concerne l'élément 115, le moscovium synthétisé ne correspond pas aux descriptions de Lazar. Certains ont suggéré que l'isotope naturel et stable auquel Lazar faisait référence n'avait pas encore été découvert ou qu'il était tenu secret. Ils ont fait valoir que notre compréhension des éléments et des isotopes est en constante évolution. Et ce qui semble improbable aujourd'hui pourrait être accepté à l'avenir. Pour beaucoup, le fait même que Lazar se soit manifesté, au risque de se ruiner personnellement et professionnellement, a donné du poids à ces affirmations. Il pensait qu'aucun individu n'accepterait de se soumettre à un tel examen et à une telle réaction s'il n'était pas réellement convaincu de la véracité de ces affirmations. Le débat autour des révélations de Bob Lazar est emblématique du discours plus large sur les ovnis et la vie extraterrestre. D'un côté, il y a les sceptiques, qui exigent des preuves empiriques et des faits vérifiables. De l'autre côté, il y a les croyants, souvent guidés par une combinaison de preuves et d'intuitions, et le sentiment profond que nous ne sommes pas seuls dans l'univers. Et quelque part au milieu, il y a ceux qui sont ouverts aux possibilités, attendant la preuve irréfutable qui pourrait faire pencher la balance. Le récit de Lazar, truffé de détails convaincants et d'incohérences qui laissent perplexes, restera probablement un chapitre controversé dans les annales de l'histoire des ovnis. Le bras de fer entre ses détracteurs et ses défenseur souligne l'aspiration humaine à obtenir des réponses, le désir de découvrir la vérité et l'ampleur de ce que nous sommes prêts à faire pour valider ou démentir un récit qui remet en cause notre compréhension de la réalité. Le pouvoir des médias. À une époque où l'information voyage à la vitesse de la lumière et où les récits peuvent être façonnés et remodelés à chaque tweet, billet de blog ou émission télévisée, on ne saurait trop insister sur le rôle joué par les médias pour propulser l'histoire de Bob Lazar dans la conscience mondiale. Si les récits de Lazar sur les vaisseaux extraterrestres et les bases secrètes du gouvernement étaient indéniablement captivants, c'est la lentille grossissante des médias qui a permis à ces affirmations de sortir de la marginalité et d'entrer dans le discours dominant. La première incursion de Lazar dans le domaine public a été orchestrée par le journaliste d'investigation George Knapp. Knapp, figure établie du journalisme et réputé pour sa rigueur, a donné une certaine légitimité aux affirmations de Lazar. Leurs interviews télévisées ont joué un rôle essentiel en donnant à l'histoire de Lazar sa première grande tribune. Les questions pertinentes de Knapp et les réponses sans détour de Lazar ont créé une dynamique à la fois intrigante et accessible aux spectateurs moyens. Le médium visuel, avec sa capacité à marier le son, les images et la narration de l'artiste étaient parfaitement adaptés à l'exploration du mystère et de l'autre monde. Les descriptions de Lazar sur les installations du S4, les vaisseaux extraterrestres et les mécanismes complexes de l'élément 115 sont complétés par des reconstitutions, des animations et des analyses d'experts. Ce mélange de narration et de visualisation a rendu la complexité et l'abstraction palpables, permettant aux spectateurs de voyager avec Lazar au cœur de l'énigme. Les documentaires ont encore amplifié le récit de Lazar. Ces formats plus longs ont permis une exploration plus approfondie du sujet, juxtaposant les affirmations de Lazar à des avis d'experts, des images d'archives et des enquêtes sur place. Les documentaires ont également permis à un plus large éventail de voix de s'exprimer, qu'il s'agisse de sceptiques convaincus ou de fervents croyants. Cette mosaïque de points de vue, bien que parfois discordants,
a permis d'enrichir le débat, une compréhension plus multidimensionnelle du phénomène Lazare. L'un des documentaires les plus remarquables est Bob Lazar, Area 51 and Flying Saucers, Zone 51 et soucoupe volante, qui ne se limite pas aux affirmations de Lazare, mais aussi sur l'homme lui-même, ses motivations, ses craintes et les conséquences de ses révélations sur sa vie personnelle. En humanisant Lazare, le documentaire invite les téléspectateurs à aller au-delà du sensationnel et à considérer les ramifications très réelles de la dénonciation. En outre, l'ère de l'Internet a entraîné une démocratisation du discours. Les forums en ligne, les blogs et les plateformes de médias sociaux se sont multipliés et ont donné lieu à des discussions, des débats et des dissections sur toutes les facettes de l'histoire de M. Lazare. Les détectives amateurs, les physiciens en fauteuil et les passionnés d'ovnis du monde entier peuvent désormais partager leurs idées, leurs découvertes et leurs théories. Cet esprit collectif, non limité par la géographie ou les contraintes institutionnelles, a parfois mis au jour des détails ou des liens que les médias traditionnels avaient négligés. Les chaînes YouTube et les podcasts consacrés à la recherche sur les ovnis ont fréquemment repris l'histoire de Lazare, souvent avec un regard neuf ou de nouvelles informations. Certains ont cherché à démentir ces affirmations par une analyse méthodique, tandis que d'autres ont présenté des récits corroborants ou des preuves qui semblaient étayer son récit. Cependant, on ne peut pas le nier sans l'implication des médias. L'histoire de Lazare aurait pu rester une note de bas de page, un récit chuchoté au sein d'une communauté restreinte. Au lieu de cela, il est devenu un phénomène mondial, une pierre de touche dans la lignée des ovnis. Il a suscité la curiosité, lancé des débats et incité une nouvelle génération à regarder les étoiles avec émerveillement et à se poser la vieille question: sommes-nous vraiment seuls? La relation des médias avec le récit de Bob Lazar témoigne de leur influence sur la formation de la conscience collective. Il souligne l'impact profond que la narration, lorsqu'elle est amplifiée par la technologie et diffusée dans le monde entier, peut avoir sur notre compréhension de la réalité, nos croyances et notre place dans le cosmos. Examen scientifique. Le domaine de la science, avec ses principes stricts de recherche fondés sur des preuves, se trouve souvent en porte-à-faux par rapport à des affirmations qui relèvent de la spéculation ou de l'invérifiable. Les affirmations de Bob Lazar, en particulier celles relatives à l'élément 115 et à ses prétendues propriétés, ont fourni un terrain fertile pour un tel examen. L'élément 115, tel que décrit par Lazar, est au cœur de son récit. Il a affirmé que cet élément était la pierre angulaire des systèmes de propulsion des vaisseaux extraterrestres sur lesquels il prétendait avoir travaillé. Selon Lazar, lorsqu'il est correctement exploité, l'élément 115 peut générer un champ gravitationnel, permettant ainsi au vaisseau spatial de déformer l'espace-temps et d'effectuer un voyage interstellaire. Cependant, lorsque la communauté scientifique a commencé à examiner ces affirmations, plusieurs questions ont été soulevées. Tout d'abord, l'existence même de l'élément 115. À l'époque des premières révélations de Lazare, un tel élément n'avait pas été répertorié dans le tableau périodique. Ce n'est que plus tard, en 2003, que les scientifiques ont pu synthétiser l'élément 115, qui a été baptisé par la suite moscovium. Les propriétés du moscovium, telles qu'elles ressortent des observations en laboratoire, contrastent fortement avec les descriptions de Lazare. L'élément synthétisé présentait un degré élevé d'instabilité, avec une demi-vie mesurée en millisecondes, ce qui signifie qu'il se décompose en d'autres éléments en une fraction de seconde. Cette désintégration rapide en fait une source d'énergie peu stable, et encore moins une source d'énergie capable d'alimenter des vaisseaux interstellaires. En outre, la description par Lazare de la capacité de l'élément 115 à manipuler la gravité a fait sourciller la communauté des physiciens. La gravité, l'une des 4 forces fondamentales de la nature, est notoirement difficile à manipuler. Malgré des recherches approfondies dans ces domaines, la compréhension de la gravité par l'humanité reste limitée, et l'idée qu'une substance externe comme l'élément 115 puisse contrôler ou générer des champs gravitationnels semble remettre en question les connaissances établies. Il convient de noter que la science, par nature, reste ouverte à de nouvelles découvertes. L'histoire de la recherche scientifique regorge de cas où des théories ou des idées autrefois rejetées ont été validées par des recherches ultérieures. Toutefois, la charge de la preuve incombe invariablement aux demandeurs. Pour que les affirmations de Lazare aient une portée scientifique, il faudrait qu'elles soient accompagnées de preuves empiriques, d'expériences reproductibles ou des observations vérifiables. En l'absence d'une telle corroboration, ces récits sur les propriétés miraculeuses de l'élément 115 sont restés dans le domaine de l'anecdote.
De nombreuses critiques ont également souligné l'absence de publications évaluées par des pairs ou de vérifications collaboratives concernant Lazarus. Les affirmations de Lazare. La science, en tant que discipline, se nourrit de la collaboration, du débat et de l'examen par les pairs. Les découvertes ou théories révolutionnaires sont généralement présentées à l'ensemble de la communauté, examinées par des experts et soumises à un examen rigoureux avant d'être acceptées. Le fait que Lazare ait contourné ces protocoles jette un doute supplémentaire sur la véracité de ces déclarations. Si l'attrait du récit de Lazare est indéniable et si beaucoup souhaitent ardemment que ces révélations soient vraies, le pont entre la croyance et l'acceptation scientifique est construit sur des preuves empiriques. À l'heure actuelle, ce pont reste inachevé. L'histoire alléchante de l'élément 115 et ses incroyables propriétés attendent le jour où elles pourront être validées ou réfutées, non pas par l'anecdote ou l'affirmation, mais par le prisme infaillible de l'enquête scientifique. Les réponses des gouvernements. Chaque fois qu'il est question de secrets d'État, de projets classifiés ou d'opérations secrètes, les yeux du monde se tournent invariablement vers le gouvernement, en quête de clarté, de démenti ou d'affirmation. Les allégations de Bob Lazare, avec leurs implications directes sur les bases militaires secrètes et les technologies avancées, n'ont pas fait exception à la règle. Les réponses officielles et officieuses des différentes agences gouvernementales aux allégations de Lazare offrent une fenêtre sur la danse complexe qui s'est déroulée entre les deux parties. Le secret et la soif de vérité. Dans un premier temps, les chaînes gouvernementales ont gardé un silence absolu sur les allégations de M. Lazare. Cette absence de reconnaissance, bien qu'attendue, n'a fait qu'alimenter les spéculations des croyants. Ils y ont vu la preuve d'une conspiration plus profonde ou l'aveu tacite que les affirmations de Lazare étaient fondées. Toutefois, pour les sceptiques, ce silence a été interprété comme une réticence du gouvernement à répondre à des allégations infondées. Les premiers signes d'une prise de position officielle sont apparus indirectement. Lorsque des questions ont été posées sur le prétendu emploi de Lazare dans la zone 51 ou sur l'insaisissable S4, aucun dossier n'a été trouvé. En outre, les diplômes qu'il revendique auprès d'institutions prestigieuses telles que le MIT et Caltech ont également été refusés par ces institutions. Pour certains, ces dénégations ont servi de preuve d'une dissimulation, les dossiers de Lazare ayant été délibérément effacés. Pour d'autres, elles mettent en doute la véracité de l'ensemble du récit de Lazare. Plus tard dans le déroulement de la saga Lazare, des réponses plus directes du gouvernement ont commencé à émerger. L'armée de l'air américaine, qui exploite le polygone de tir et d'entraînement du Nevada, où se trouve la zone 51, a toujours été très discret sur le fonctionnement de l'installation. À la suite des affirmations de Lazare, ils ont maintenu leur position selon laquelle les discussions sur les opérations et les projets spécifiques de la zone 51 étaient classifiées et ne seraient pas divulguées publiquement. Cette position, bien qu'elle soit conforme au protocole standard, n'a fait qu'attiser les flammes de la spéculation. Les réponses non officielles, souvent plus franches et parfois confidentielles, ont fourni une perspective légèrement différente. Certains anciens employés et contractants associés à la zone 51, bien qu'ils n'aient pas directement corroboré les affirmations spécifiques de Lazare, ont fait allusion à l'existence de projets hautement classifiés et avancés dans l'installation. Leurs témoignages suggèrent une culture du secret et du cloisonnement extrême, où même les personnes travaillant sur le site ne sont pas toujours au courant de tous les projets en cours. Un autre moment remarquable s'est produit lorsque, après avoir évité de le reconnaître pendant des années, la CIA a officiellement reconnu l'existence de la zone 51 en 2013, mais pas nécessairement en réponse aux affirmations de Lazare. Cette reconnaissance, trouvée dans un rapport déclassifié sur le programme d'avions espion U-2, n'accorde aucune crédibilité aux technologies extraterrestres, mais a confirmé que la base était utilisée pour tester des avions de reconnaissance. Dans le labyrinthe des réponses, des dénégations, des reconnaissances et des silences, il est difficile de se faire une idée précise de la situation. Les affirmations de M. Lazare continuent d'osciller entre les domaines de la possibilité et du scepticisme, les réponses du gouvernement ajoutant des couches d'intrigue au récit. Qu'il s'agisse d'un protocole standard, d'un obscurcissement délibéré ou d'une divulgation franche, ces réponses rappellent la relation complexe entre le secret gouvernemental et la curiosité du public, et la recherche de la vérité à l'ère des mystères, des ramifications personnelles pour Lazare. Le choix d'avancer des affirmations qui remettent en cause des récits établis, en particulier lorsqu'elles touchent à des questions de sécurité nationale, peut s'avérer lourd de conséquences sur le plan personnel. La décision de Bob Lazare de rendre publiques les expériences qu'il a vécues à Area 51 et la vie qu'il a menée par la suite constituent un témoignage vivant de la complexité d'être un lanceur d'alerte dans un domaine où règne le scepticisme, l'intrigue et le danger potentiel.
Presque immédiatement après la révélation de son identité, Lazare s'est retrouvé sous les feux de la rampe. Avec les yeux du monde braqués sur lui, tout semble prendre une autre direction. Toutes les facettes de sa vie sont passées au crible. Qu'il s'agisse de ses diplômes, de son parcours professionnel, de ses relations personnelles ou de sa situation financière, aucun aspect de sa vie ne semble avoir été épargné. L'examen ne s'est pas limité à la seule curiosité du public. Lazare a affirmé à plusieurs reprises qu'il avait été menacé et qu'on avait tenté d'effacer toutes les traces officielles de son existence. Il a dit avoir été suivi, surveillé et intimidé. Ces affirmations, bien que difficiles à vérifier de manière indépendante, dressent le portrait d'un homme vivant en marge de la société. Il regarde toujours par-dessus son épaule, se méfiant des menaces invisibles qui se cachent dans l'ombre. Au-delà des menaces potentielles, ce sont les relations personnelles de Lazare qui ont fait les frais de ces révélations. Le fait d'être un personnage central dans l'une des histoires d'OVNI les plus débattues de l'époque a pesé sur sa vie de famille. Les relations se sont tendues, et certaines se sont même brisées sous le poids de l'attention publique et des pressions qui en découlent. La confiance est devenue une priorité, et l'isolement, qu'il soit imposé ou circonstanciel, est devenu un thème récurrent dans sa vie. Sa vie professionnelle n'en a pas été moins affectée. Ses références académiques étant remises en question et ses affirmations suscitant le scepticisme des communautés scientifiques et d'ingénieurs, les possibilités d'emploi traditionnelles dans son domaine d'expertise sont devenues limitées. Lazare s'est toutefois adapté à cette nouvelle réalité. Il s'est lancé dans des entreprises de fourniture scientifique, profitant de sa nouvelle notoriété et de l'intérêt qu'elle suscite pour les matériaux et les technologies exotiques. Pourtant, l'ombre de ses 51 demandes d'indemnisation ne s'est jamais vraiment dissipée, formant toujours une toile de fond à tout ce qu'il entreprenait sur le plan professionnel. Sur le plan financier, le voyage a été une montagne russe. Son histoire lui a sans aucun doute apporté des opportunités, comme des interviews rémunérées, des contrats pour des documentaires et des conférences. Elle s'est également accompagnée de batailles juridiques et de défis commerciaux, et les coûts associés au maintien d'un certain degré de sécurité et de confidentialité. La situation financière de Lazare, comme d'autres aspects de sa vie après la révélation, est devenue une juxtaposition de gains et de pertes. Les conséquences psychologiques d'être au centre d'un tel maelstrom ne peuvent être sous-estimées. Si Lazare a toujours gardé un comportement relativement calme et objectif lors de ses apparitions publiques, on ne peut que spéculer sur l'agitation intérieure, les remises en question et les moments de doute qu'il a pu connaître. Le poids du maintien d'un récit, surtout s'il est si vivement contesté, mettrait à l'épreuve la force de caractère de n'importe quel individu. Un autre aspect remarquable du parcours de Lazare après la révélation a été son retrait progressif des feux de la rampe. Après la première vague d'interviews, de documentaires et d'apparitions publiques, Lazare devient de plus en plus solitaire. S'il n'est jamais revenu sur ses affirmations, il semblait moins enclin à continuer à les faire passer dans le discours public. Au lieu de cela, il a opté pour une vie plus tranquille, loin du regard implacable des croyants et des sceptiques. La vie de Bob Lazare, après ses affirmations sur la zone 51 et la technologie extraterrestre, est un récit poignant sur les coûts et les conséquences de la divulgation d'affirmations extraordinaires. C'est une histoire de résilience face à l'adversité, d'adaptation face aux défis et de quête de vérité de l'esprit humain, compréhension et l'acceptation dans un monde souvent sceptique et incertain.